Imagine ceci, le réveil sonne, mais au lieu de te lever avec force et détermination, tu l'éteins. Une fois, deux fois, jusqu'à ce que le temps te glisse entre les doigts. Chaque répétition est une petite défaite. Et tu ne le remarques peut-être pas, mais ces petites défaites s'accumulent. C'est ainsi que tu perds avant même de commencer. Maintenant, dis-moi, est-ce ainsi que tu veux vivre? En laissant ta vie en pilote automatique? Parce que chaque matin est une déclaration. Une opportunité brutale, sans filtre, pour décider qui diable tu vas être. Peu importe ce que tu as fait hier. Peu importe combien de fois tu t'es laissé tomber. Aujourd'hui, le seul défi qui compte est devant toi. Et il n'y a que deux options, te lever ou abandonner. Le stoïcisme n'est pas une philosophie à contempler depuis le confort. C'est une putain d'invitation à la guerre. À la guerre contre ta paresse, tes excuses, tes peurs. Il ne s'agit pas de jolis mots ni de pensées heureuses. Il s'agit d'action. Parce que si tu ne prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera. Et crois-moi, le monde est plein de personnes et de circonstances prêtes à décider pour toi. Mais cela n'a pas à être ton histoire. Aujourd'hui, je vais te montrer 9 leçons stoïciennes pour te sortir de la médiocrité. 9 principes qui, si tu les appliques, vont briser une fois pour toutes ce cycle d'inertie et de faiblesse. Ce ne sera pas facile, il n'y aura pas de raccourci, mais je te promets une chose, ça en vaudra la peine. 1. Réveille-toi comme si ta vie en dépendait. Chaque matin est un champ de bataille. Ton ennemi ne porte pas d'armure, il ne crie pas de menace. Il est silencieux, trompeur. Son nom est confort. Il t'enveloppe dans des draps chauds et te murmure à l'oreille que 5 minutes de plus ne feront pas la différence. Mais c'est le premier mensonge de la journée. Et si tu l'acceptes, tu as déjà perdu. Se réveiller n'est pas seulement ouvrir les yeux. C'est une déclaration de guerre. Chaque fois que tu éteins le réveil, tu ne fais pas seulement repousser le jour, tu repousses ta vie. Les stoïciens l'ont bien compris. Pour eux, chaque aube était un cadeau immérité, une occasion de montrer qui ils étaient. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs stoïciens, disait « Quand tu te lèves le matin, pense au privilège d'être en vie. » Mais le penses-tu vraiment? Ou laisses-tu la paresse prendre le contrôle? Chaque fois que tu choisis de rester au lit, tu choisis la reddition. Peu importe combien de promesses tu te fais la veille. La seule chose qui compte, c'est ce que tu fais quand le moment arrive. Parce que c'est là que naît le respect de soi. Se réveiller comme si ta vie en dépendait signifie comprendre que le temps est la seule ressource que tu ne récupéreras jamais. Et le plus dur dans tout ça, c'est que tu ne sais pas combien il t'en reste. Personne ne le sait. Chaque fois que tu décides de repousser, tu te voles toi-même. Pense à ça. Veux-tu vraiment être ton propre voleur? Les stoïciens pratiquaient la préméditatio malorum, un exercice brutal dans lequel ils imaginaient le pire. Non pas par pessimisme, mais pour être prêt. Demande-toi, et si aujourd'hui était le dernier jour que tu as? Si tu le savais, resterais-tu au lit? Ou te lèverais-tu avec la fureur de celui qui ne compte pas gaspiller une seconde? Épictète disait, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te définit, mais comment tu y réponds. Et ta première réponse à la journée est ton réveil. Tu n'as pas besoin d'inspiration, tu as besoin de décision. La motivation est fragile, la décision est inébranlable. Il y aura des jours où chaque muscle te demandera de renoncer. C'est là que tu décides qui tu es. Lève-toi comme celui qui fait face à l'inévitable, parce que l'inévitable arrivera. L'inconfort, la fatigue, les problèmes, tout cela va apparaître. Mais quand tu te réveilles avec intention, quelque chose change. Tu deviens imbattable. Non pas parce que les obstacles disparaissent, mais parce que tu cesses d'être quelqu'un qui fuit. Fais-en un putain de rituel. Ne fais pas que ouvrir les yeux. Lève-toi avec force. Respire. Sens ton corps. Et rappelle-toi, aujourd'hui est une opportunité que tu ne mérites pas mais que tu as. Ne la gaspille pas. Réveille-toi comme si ta vie en dépendait. Parce que, en réalité, c'est le cas. 2. Brise le cycle de la procrastination.
Procrastiner, c'est comme être enchaîné à une chaise dans une pièce sans fenêtre. Tu ne le sens pas au début. C'est confortable, familier. Mais à chaque excuse, les chaînes se resserrent. Je le ferai demain. Je me lèverai plus tard. Je commencerai après. Et ainsi passent les jours, les mois, les années. Quand tu t'en rends compte, la chaise n'est plus seulement un siège, c'est ta prison. Les stoïciens l'avaient bien compris. Le temps est la seule chose que tu possèdes vraiment, et le gaspiller est le pire crime que tu peux commettre contre toi-même. Sénèque disait que nous ne vivons pas une vie courte, mais que nous la rendons courte en la gaspillant. Et il n'y a pas de façon plus insidieuse de gaspiller la vie qu'en cédant au cycle de la procrastination. Chaque fois que tu dis « plus tard », tu ne fais pas seulement repousser une tâche, tu repousses ta croissance, ta discipline, ta propre identité. Le pire, c'est que la procrastination ne se fait pas annoncer. Elle ne frappe pas à la porte. Elle se glisse simplement, déguisée en repos mérité ou en juste 5 minutes de plus. Mais ne te trompe pas. C'est un ennemi silencieux qui vole ta vie sans que tu t'en rendes compte. Et il le fait parce que tu lui donnes la permission. Parce qu'accepter une excuse aujourd'hui ouvre la voie à l'accepter demain. Les stoïciens faisaient face à cela avec une brutalité honnête. Épictète disait « N'explique pas ta philosophie, vis-la ». La procrastination meurt à l'instant où tu décides de faire ce que tu as dit que tu ferais. Parce que l'action, pas les intentions, est ce qui définit qui tu es. Et quand l'esprit te tente de repousser, c'est là que tu dois bouger le plus. Fais-le sans négocier avec toi-même. Ne laisse pas le temps au doute. La clé est de comprendre que la pensée de « je n'ai pas envie » n'est pas une vérité absolue. Ce n'est qu'un sentiment passager, un écho du confort qui essaie de te maintenir sur cette chaise. Mais tu n'es pas tes pensées. Tu es ce que tu fais avec elles. Quand l'alarme sonne et que ton esprit te murmure que 5 minutes de plus ne font pas de mal, souviens-toi de ceci. Chaque fois que tu cèdes, tu renforces l'habitude de capituler. Chaque fois que tu agis, tu renforces l'habitude de gagner. Le choix est à toi. Et non, il ne s'agit pas d'attendre de te sentir motivé. La motivation est comme une flamme faible, mais la discipline est un feu qui ne s'éteint pas. Les stoïciens ne faisaient pas confiance à leurs émotions, ils faisaient confiance à leurs principes. Aujourd'hui, chaque fois que tu ressens la tentation de procrastiner, fais le contraire. Lève-toi, bouge. Réponds à la journée par une action immédiate. N'attends pas que tout soit parfait, ça ne le sera pas. Mais ce que tu peux rendre parfait, c'est ta décision d'agir. Et avec chaque action, tu brises les chaînes, une à une, jusqu'à ce que la chaise cesse d'être ta prison et ne devienne rien de plus qu'un souvenir. 3. Fais en sorte que ton matin ait un but. Se réveiller sans but est comme sortir en mer sans boussole. Tu flottes, tu avances un peu, mais tu n'as aucune idée de où tu vas. Tu te laisses porter par le courant et tu laisses le jour te mener comme il le souhaite. Et c'est exactement ce que fait la majorité. Ils se réveillent parce qu'il le faut, pas parce qu'ils le veulent. Ils commencent la journée comme une corvée, comme s'ils étaient condamnés à vivre en pilote automatique. Mais si chaque matin n'a pas de raison, alors pourquoi se lever? C'est ici que tu te distingues. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui ouvre les yeux en sachant exactement pourquoi il le fait. Et je ne parle pas d'une liste de choses à faire ou de tâches sans âme. Je parle d'un véritable but, quelque chose qui brûle en toi. Quelque chose qui fait que sortir du lit n'est pas une obligation, mais une décision. Chaque fois que tu te réveilles sans clarté, tu cèdes le contrôle à tout ce qui se présente. Le bruit extérieur, les messages, les soucis des autres. Tout devient prioritaire parce que tu n'as pas la tienne claire. Et cela te rend vulnérable. Mais quand tu sais pourquoi tu te lèves, rien ni personne ne peut te prendre ce pouvoir. Ton but devient ton bouclier. Tu n'as pas à résoudre le sens de ton existence chaque matin, mais tu peux définir quelque chose qui donne une direction à ta journée. Demande-toi, qu'est-ce que je veux construire aujourd'hui? Quelle version de moi vais-je renforcer? Cela peut être quelque chose de grand ou de petit, peu importe. Ce qui compte, c'est que tu le fasses avec intention. Parce que lorsque tu te lèves avec un but, même les tâches les plus simples prennent du sens. Il ne s'agit plus seulement de remplir, il s'agit d'avancer.
Et dans cette avancée, tu te prouves à toi-même de quoi tu es fait. Le doute perd de sa force, l'inertie s'évapore, parce que quand tu as un pourquoi, tu trouves le comment. Mais cela ne se produit pas par accident. La clarté ne tombe pas du ciel, tu dois la chercher. Consacre quelques minutes chaque soir à visualiser ton lendemain. Que veux-tu accomplir? Quelle attitude vas-tu emporter avec toi? Et plus important encore, comment vas-tu t'assurer qu'aujourd'hui ne soit pas juste une autre journée gaspillée? Ne te contente pas de la tiédeur d'une vie sans intention. Si tu ne choisis pas ton but, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et je te garantis que ce ne sera pas à ton avantage. La différence entre ceux qui mènent leur vie et ceux qui se laissent porter par elle est brutale. Tu décides de quel côté tu veux être. Alors demain, quand tu ouvriras les yeux, que ce ne soit pas par inertie. Lève-toi avec une raison, parce que quand tu vis avec un but, chaque jour cesse d'être une répétition et devient une opportunité. Et les opportunités, mon ami, n'attendent pas. 4. Ton esprit avant le monde. Chaque matin, le monde entier se bat pour ton attention. À peine ouvres-tu les yeux, ton téléphone vibre. Notifications, messages, nouvelles, tout crie pour un morceau de ton temps. Et sans y penser, tu tombes dans le piège. Ton esprit, qui devrait être un territoire souverain, est envahi avant même qu'il ne t'appartienne. Mais ce n'est pas un hasard. Nous vivons à une époque conçue pour te distraire. Chaque son, chaque écran, chaque maudit défilement est fait pour te tenir loin de toi-même. Et si tu le permets, ta journée commencera en désavantage. Car avant que tu aies décidé qui tu veux être, le monde l'a déjà décidé pour toi. C'est pourquoi, avant de faire face au bruit extérieur, tu dois faire un choix, protéger ton esprit. N'accueille pas le chaos alors que ta volonté est encore faible. Lorsque tu te réveilles, ton esprit est comme un champ fraîchement semé. Tout ce que tu sèmes dans ces premières minutes grandira pendant la journée. Et crois-moi, si la première chose que tu consommes est le désordre des autres, tu le porteras avec toi. Commence ta journée comme un gardien. N'ouvre pas le téléphone, n'allume pas la télévision. Ne laisse pas les soucis du monde te dévorer avant d'avoir construit ta propre clarté. Le silence, aussi inconfortable qu'il puisse paraître, est l'endroit où tu te trouves vraiment. Respire, sens ton corps, reconnais que tu es vivant. Cette simple prise de conscience est déjà un acte de pouvoir. Et puis, demande-toi, sur quoi veux-je concentrer mon énergie aujourd'hui? Non pas ce que le monde veut de toi, mais ce que tu veux du monde. Car si tu ne décides pas cela tôt, tu te perdras dans les urgences des autres. Et vivre pour résoudre ce que les autres exigent de toi n'est pas vivre, c'est obéir. Tu n'as pas besoin de heures pour cela. Consacre quelques minutes, réfléchis, écris si tu en as besoin. Laisse ton esprit se calmer avant de t'exposer au bruit. Même si tu as une journée difficile devant toi, ce moment est à toi. Car ce qui compte, ce n'est pas combien le jour est chaotique, mais combien tu es solide pour y faire face. Lorsque tu entraînes ton esprit à résister à l'urgence de l'extérieur, quelque chose change. Tu deviens intouchable, les opinions perdent de leur poids. Les distractions cessent de te contrôler, car au lieu de réagir à chaque stimulus, tu décides. Et cette capacité de décider, de garder ton esprit calme pendant que le monde brûle, est l'un des plus grands actes de pouvoir que tu peux exercer. Alors demain, lorsque la journée essaiera de t'envahir, ne te rends pas si facilement. Sois le maître de ta première pensée. Sois le maître de ta propre présence, car le monde continuera à crier, mais tu auras déjà décidé qui tu es. 5. Anticiper le chaos. Le chaos n'est pas une possibilité, c'est une certitude. L'inattendu va se produire, les plans vont échouer. La vie ne va pas te demander la permission de te lancer des obstacles. Mais c'est là que réside la différence entre ceux qui s'effondrent et ceux qui avancent, la préparation. Chaque matin où tu te réveilles sans prévoir ce qui pourrait mal tourner, tu deviens une victime potentielle. Et non, il ne s'agit pas de devenir paranoïaque ou de vivre dans la peur. Il s'agit de comprendre une vérité indéniable. L'adversité fait partie du chemin. Prétendre le contraire est naïf. Mais l'anticiper, être prêt pour ce qui vient, te rend indestructible. Pense à cela.
Combien de fois ta journée a-t-elle déraillé parce que quelque chose ne s'est pas passé comme tu l'espérais? Peut-être une réunion inattendue, un problème familial, une défaillance technique. Ce n'était pas l'obstacle qui t'a vaincu, c'était ton manque de préparation. Parce que lorsque tu n'anticipes pas le chaos, le moindre inconvénient te sort du jeu. La clé est d'assumer que le chaos arrivera, mais que tu seras déjà prêt. Chaque matin, avant de te lancer dans le monde, fais une pause. Demande-toi, qu'est-ce qui pourrait être le pire aujourd'hui? Non pas pour te faire peur, mais pour le désarmer. Lorsque tu visualises les problèmes avant qu'ils n'arrivent, tu leur ôtes le pouvoir de te surprendre. Et lorsque le coup arrive, au lieu de trembler, tu penses simplement « je m'y attendais ». Anticiper le chaos n'est pas être négatif, c'est être invincible. Parce que la véritable force ne vient pas d'espérer que tout se passe bien, mais de savoir que tu peux le supporter quand ce n'est pas le cas. Alors que les autres sont paralysés, tu agis. Alors qu'ils se lamentent, tu résous. C'est la différence entre un jour qui te bat et un jour que tu domines. Mais cela demande de la discipline. Il ne suffit pas d'y penser une fois. Fais-en une habitude. Consacre 5 minutes chaque matin pour passer en revue ta journée. Où pourraient surgir des complications? Qu'est-ce qui pourrait te détourner de ton objectif? Même quelque chose d'aussi simple que d'anticiper le trafic, une conversation inconfortable ou un malentendu peut changer le cours de ta journée. Et lorsque ces problèmes apparaissent, parce qu'ils le feront, tu seras prêt. La préparation signifie aussi contrôler ce que tu peux. Tu ne peux pas prévoir chaque tempête, mais tu peux emporter un parapluie. Lève-toi plus tôt si la journée s'annonce compliquée. Laisse de la place pour l'inattendu. Reste flexible, non pas comme quelqu'un qui craint le changement, mais comme quelqu'un qui l'attend avec les poings serrés et le regard ferme. Parce qu'au final, ce qui détermine ta journée n'est pas ce qui se passe, mais comment tu réagis. Et celui qui est préparé ne se brise jamais. 6. Conquiers le désordre depuis ton lit. Ton environnement est le reflet de ton esprit. Tu regardes autour de toi et ce que tu vois te crie une vérité inconfortable. Le désordre extérieur n'existe que parce que tu l'as permis. Et ce chaos, aussi minime soit-il, s'infiltre dans ta pensée. Il te distrait, te submerge et te vole ta clarté. Mais tout commence en un seul endroit, ton lit. Cela peut sembler insignifiant, mais chaque matin, laisser son lit en désordre est comme abandonner une bataille avant de la commencer. C'est un message direct à ton cerveau que le désordre est acceptable, que l'inachevé est acceptable. Et si tu tolères ce niveau minimal de chaos, qu'est-ce qui t'empêche de faire la même chose pour le reste de la journée? Quand tu fais ton lit, ce n'est pas seulement une tâche ménagère, c'est un acte de contrôle. C'est prendre le commandement dès le premier moment de la journée. Alors que d'autres commencent leur journée en laissant des choses en suspens, tu commences en fermant une. Cette petite victoire crée un effet domino. Ton esprit reçoit un signal clair. Aujourd'hui, c'est moi qui commande. Et non, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'obsédé par la perfection. Il s'agit de refuser de vivre parmi les restes d'apathie. Parce que le lit en désordre n'est que le début. Combien d'autres espaces de ta vie reflètent le même manque de décision? La table pleine de papier, les vêtements accumulés sur la chaise, les assiettes qui ne sont jamais lavées. Chacun de ces désordres est un rappel silencieux de ce que tu laisses en suspens. C'est un poids que tu portes sans t'en rendre compte. Mais lorsque tu commences ta journée en conquérant le désordre, quelque chose change. Peu importe à quel point cela peut sembler petit, ce qui compte, c'est ce que cela représente. Dans cet acte de plier les draps et d'arranger les oreillers, tu te rappelles à toi-même que tu as le contrôle, que tu décides à quoi ressemble ton espace et, par extension, à quoi ressemble ta vie. De plus, cela t'enlève une excuse, parce que lorsque la journée se termine et que la fatigue tente de te renverser, la dernière chose que tu verras sera un espace en ordre, un petit refuge de discipline dans un monde chaotique, et cela compte. Parce que ce que tu vois façonne ce que tu ressens. Le désordre alimente le chaos mental, mais l'ordre renforce la tranquillité.
Si tu ne peux pas maîtriser quelque chose d'aussi simple que ton propre lit, comment espères-tu affronter les défis plus grands qui t'attendent là-bas? La réponse est évidente. C'est pourquoi, chaque matin, alors que d'autres laissent le désordre derrière eux, tu choisis de l'affronter. Parce que celui qui triomphe dans les petites choses construit la force pour triompher dans les grandes. 7. Réveillez-vous à l'intérieur. Se réveiller ne consiste pas seulement à ouvrir les yeux. Il y a des gens qui sont debout, qui marchent, qui parlent, mais qui dorment encore. Ils vivent en mode automatique, répétant des routines sans rien remettre en question, comme si chaque jour était une simple répétition du précédent. Ils respirent, mais ils ne vivent pas. Quand vous vous réveillez à l'intérieur, tout change. Ce n'est pas le monde qui se transforme, c'est vous. Vous cessez d'être un spectateur et vous devenez le protagoniste. Vous ne traversez plus la journée en attendant qu'elle passe. Vous l'affrontez, vous la façonnez, vous la revendiquez comme la vôtre. Mais se réveiller à l'intérieur ne se produit pas par accident. Personne ne va frapper à votre porte pour vous donner de la clarté. C'est vous qui devez le provoquer. Et la première étape est de vous poser des questions qui dérangent. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Pourquoi fais-je ce que je fais? Est-ce que j'avance ou est-ce que je survis simplement? La plupart des gens évitent ces questions parce qu'elles font mal, parce que les réponses ne sont pas toujours agréables. Mais savez-vous ce qui est pire? Vivre sans les poser. Chaque matin, avant de faire face au bruit extérieur, consacrez du temps à votre propre réveil intérieur. Ne laissez pas les soucis du monde vous emporter avant d'avoir mis de l'ordre dans votre esprit. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas le temps, mais la vérité est que vous l'avez. Vous le donnez simplement sans vous en rendre compte. 5 minutes, 10, peu importe combien, mais faites-le. Fermez les yeux et écoutez votre propre respiration. Sentez l'air entrer et sortir. Cela semble simple, presque insignifiant. Mais c'est tout le contraire. C'est le rappel le plus cru que vous êtes toujours là. Et qu'allez-vous faire de cela? Cette question devrait vous brûler à l'intérieur chaque matin. Ne remplissez pas ce premier espace de la journée avec du bruit. Avant de vérifier votre téléphone, avant de vous soucier du travail ou des nouvelles, souciez-vous de vous. Demandez-vous, comment est-ce que je veux affronter cette journée? Pas comment vous devriez. Pas ce que les autres attendent, mais comment vous voulez vraiment. Parce que chaque réponse définit le cours de votre journée. Se réveiller à l'intérieur signifie aussi rompre avec les histoires que vous vous racontez. Je ne suis pas assez, je ne peux pas le faire, il est trop tard pour moi. Ces voix sont confortables parce qu'elles vous maintiennent au même endroit. Mais le confort ne vous sauve pas. L'inconfort, le défi, c'est ce qui vous réveille. Et seul vous pouvez décider si vous continuerez à dormir avec ces mensonges ou si vous ouvrirez les yeux une fois pour toutes. Chaque jour est une occasion brutalement honnête de vivre avec intention ou de rester éteint. Le temps n'attendra pas. La journée ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que vous soyez prêt. Se réveiller à l'intérieur signifie comprendre cela et agir malgré tout. Alors demain, quand vous ouvrirez les yeux, ne vous contentez pas d'exister. Respirez, posez des questions, écoutez et choisissez de vous réveiller, parce que celui qui se réveille à l'intérieur vit vraiment. 8. Bouge comme si tu étais inarrêtable. Le corps a été fait pour bouger. Chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation est une machine conçue pour l'action. Mais la plupart des gens le traitent comme s'il n'était qu'un fardeau qu'ils traînent d'un endroit à l'autre. Ils se lèvent tard, marchent avec lourdeur et passent la journée courbés devant des écrans, laissant leur énergie se faner. Puis, lorsque la fatigue les frappe, ils pensent que c'est normal. Mais ce n'est pas normal, c'est le prix de l'inaction. Bouge, pas seulement parce que faire de l'exercice est bon pour la santé. Fais-le parce qu'à chaque fois que tu bouges ton corps, tu envoies un message à ton esprit. Tu lui dis que tu n'es pas faible, que tu ne te laisseras pas écraser par la paresse. Ton corps et ton esprit sont connectés d'une manière que tu ne peux pas ignorer. Un corps rigide nourrit un esprit lent. Mais un corps en mouvement éveille des pensées plus agiles, des décisions plus claires, une volonté plus ferme. Et non, tu n'as pas besoin de courir des marathons ou de soulever des tonnes.
Il s'agit de commencer. Sors du lit et étire-toi. Sens chaque muscle se réveiller. Écoute ton corps. Lève-toi avec force, pas avec résignation. Tu as mal? Parfait. La douleur n'est pas ton ennemi. C'est la preuve que tu es vivant. Quand tu bouges comme si tu étais inarrêtable, tu te reprogrammes. Tu cesses d'être quelqu'un qui se plaint de la fatigue et tu deviens quelqu'un qui la défie. Parce que chaque goutte de sueur est un rappel de ta capacité. Chaque répétition, chaque pas, chaque battement de cœur accéléré est une déclaration que ton corps ne te contrôle pas. C'est toi qui commandes. Mais voici la clé. Ne négocie pas avec toi-même. L'esprit va chercher des excuses. Je suis trop fatigué. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Demain sera mieux. Tu sais ce que c'est? La voix du confort déguisée en préoccupation. La même voix qui veut te garder immobile. Mais tu n'es pas ton confort. Tu es ta décision. Fais du mouvement ton rituel. Si tu n'as que 10 minutes, utilise-les. Soulève des poids, fais des pompes, va marcher, saute, fais n'importe quoi qui défie ton corps. Et ne le fais pas en espérant te sentir motivé. Fais-le parce que tu peux. Parce qu'à chaque fois que tu choisis de bouger, tu choisis d'être quelqu'un qui ne renonce pas. Et voici ce qui est intéressant. Quand ton corps s'active, ton esprit le suit. La chimie change, l'adrénaline coule, la dopamine te récompense. Soudain, ce qui semblait difficile devient possible. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Mais cela n'arrive que si tu décides de te lever et de bouger. Maintenant, fais attention. Ne confonds pas bouger avec fuir. Il y a ceux qui courent sans arrêt, non pas parce qu'ils sont inarrêtables, mais parce qu'ils ont peur de se confronter à eux-mêmes. Ils fuient l'inconfort, le silence, leurs propres pensées. Ce mouvement est vide. Ne le fais pas. Quand tu bouges, fais-le avec intention. Sens chaque pas, chaque impulsion. Que chaque mouvement soit un rappel de ta présence, de ton pouvoir. Et quand la fatigue apparaît, parce qu'elle apparaîtra, ne la maudis pas. Remercie-la. La fatigue est le signe que tu as fait ce que la plupart craignent de faire. Alors que d'autres se cachent derrière des excuses, tu continues d'avancer. Parce que bouger, comme si tu étais inarrêtable, ne signifie pas que tu ne ressens pas de fatigue. Cela signifie que tu décides d'avancer malgré elle. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de te comparer. Tu as juste besoin de te prouver à toi-même que tu es capable. Et tu le feras, jour après jour, parce qu'à chaque fois que tu choisis le mouvement plutôt que l'inaction, tu te transformes. Ton corps se renforce, ton esprit se durcit. Ta volonté devient quelque chose qui ne peut pas être brisé. Alors demain, quand le monde essaiera de t'enchaîner au confort, réponds par l'action. Ne réfléchis pas trop. N'attends pas le moment parfait. Bouge simplement. Lève-toi comme si chaque pas était une déclaration de victoire. Marche avec la conviction de quelqu'un qui ne s'arrête pas, parce que tu ne l'es pas. 9. Sors pour revendiquer ta lumière. La plupart des gens vivent comme si la lumière du jour n'était qu'une routine. Ils ouvrent les yeux, regardent le soleil sans le voir et continuent sans se poser de questions. Mais chaque aube est plus qu'un changement d'heure. C'est une opportunité brutale et directe. Le monde s'illumine et avec lui, tu devrais aussi le faire. Mais il ne suffit pas d'exister sous la lumière. Tu dois sortir pour la revendiquer. Parce qu'il y a deux façons de faire face à chaque jour. Tu peux te laisser emporter comme celui qui est jeté dans le courant sans résistance. Ou tu peux y entrer la tête haute, revendiquant chaque putain de seconde comme la tienne. Et la différence entre les deux chemins réside dans ta décision. La lumière n'attend pas les indécis. Elle attend ceux qui sont prêts à se battre pour elle. Revendiquer ta lumière signifie sortir dans le monde avec un but. Pas comme un spectateur, mais comme quelqu'un qui comprend que ce jour ne se répétera pas. Chaque rayon de soleil qui touche ta peau est un rappel que tu es toujours là. Et si tu es toujours là, tu as une responsabilité. Pas seulement respirer, pas seulement exister, mais vivre. Mais vivre vraiment exige que tu affrontes ce que les autres évitent. Cela signifie prendre des décisions, décider ce que tu veux, décider qui tu es.
Et plus encore, décider qui tu ne vas pas être. Parce qu'à chaque fois que tu cèdes ta lumière, chaque fois que tu laisses l'opinion des autres ou la peur dicter ta direction, tu t'éteins un peu plus, jusqu'au jour où tu te réveilles et tu ne te reconnais même plus. Ne laisse pas cela t'arriver. Sors et revendique ce qui est à toi. La vie ne te donnera rien simplement parce que tu le désires, mais elle te donnera tout si tu l'exiges avec action. Et l'exiger ne signifie pas frapper aux portes et demander des opportunités. Cela signifie devenir l'opportunité. Faire tellement de bruit avec ton effort et ta conviction que le monde n'aura d'autre choix que de t'écouter. Peu importe la taille de ton objectif aujourd'hui, il peut s'agir d'affronter une conversation difficile, de prendre une décision que tu as reportée ou simplement de te lever avec la détermination de ne pas céder à la paresse. Chacun de ces actes est un pas vers ta lumière. Et si tu trébuches, si le jour te frappe, relève-toi. Parce que même la chute fait partie du processus. La seule véritable défaite est de ne pas se relever. Tu dois aussi comprendre quelque chose. La lumière n'est pas toujours douce. Il y a des jours où elle brûle, où chaque pas semble être une lutte sans sens. Mais c'est là que ton véritable caractère est mesuré. Es-tu de ceux qui se cachent dans l'ombre, ou es-tu de ceux qui avancent même lorsque le soleil brûle? Parce que revendiquer ta lumière ne signifie pas sourire à chaque obstacle. C'est les affronter avec les dents serrées et la conviction intacte. Et n'attends pas d'applaudissements. Tout le monde ne comprendra pas pourquoi tu te bats. Certains préféreront que tu restes dans l'obscurité, parce que ta lumière dérange ceux qui ne sont pas prêts à allumer la leur. Mais ce n'est pas ton problème. Ta tâche n'est pas de faire en sorte que les autres approuvent ton chemin. Ta tâche est de le parcourir, avec ou sans compagnie, avec ou sans validation. Rappelle-toi cela chaque matin. Le jour où tu ne revendiques pas ta lumière est un jour que tu ne revivras jamais. Personne ne la gardera pour toi. Personne ne te la rendra. C'est maintenant ou jamais. Et peu importe combien d'erreurs tu as commises, combien de jours tu as gaspillé, tant que tu respires, l'opportunité reste la tienne. Alors quand tu sors de chez toi, fais-le comme si chaque pas était une déclaration. Regarde le soleil, non pas comme quelque chose qui existe simplement, mais comme quelque chose qui te défie de vivre à sa hauteur. Parce que la lumière n'appartient pas à ceux qui la regardent avec peur. Elle appartient à ceux qui osent la revendiquer. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Aujourd'hui est le jour où tu décides. La médiocrité ou la croissance. La résignation ou l'action. L'obscurité ou la lumière. Et peu importe combien de fois tu as mal choisi dans le passé. Ce qui compte, c'est ce que tu vas faire maintenant. Parfois, les personnes qui t'aiment le plus sont celles qui te blessent le plus. Non pas parce qu'elles le veulent, mais parce que l'amour est une paradoxe. Il peut être chaleureux et protecteur, mais aussi froid et distant. Et c'est là que beaucoup se perdent, se demandant si l'affection qu'ils reçoivent est réelle. Cette contradiction n'est pas un accident, elle fait partie de ce que signifie être humain. Mais la comprendre n'est pas simple. Nous vivons en attendant des signes clairs d'affection, comme si chaque acte d'amour devait être évident, constant et sans faille. Mais le véritable affection ne fait pas toujours du bruit. Le silence, la distance ou l'absence de gestes grandiloquents ne sont pas nécessairement des signes de désintérêt. Parfois, c'est la façon dont quelqu'un protège ce qu'il ressent. Parfois, c'est la peur. D'autres fois, c'est la simple réalité que aimer ne signifie pas toujours savoir comment le montrer. Dans cette vidéo, nous allons approfondir ce paradoxe émotionnel. D'un point de vue stoïcien, nous explorerons pourquoi ceux qui t'aiment le plus peuvent sembler distants ou indifférents. Mais nous ne nous arrêterons pas à la théorie. Je te donnerai des outils pratiques pour naviguer ces complexités émotionnelles, pour que tu arrêtes de chercher la validation dans chaque geste d'autrui et apprennes à trouver la force en toi-même. N'attends pas de doux mots ou de fausses promesses. Ce n'est pas un discours motivant pour te faire sentir bien momentanément. C'est une confrontation directe avec la réalité. Si tu es prêt à la regarder en face, continuons.
Parce que comprendre ce paradoxe ne changera pas seulement la façon dont tu te relates aux autres, mais aussi avec toi-même. 1. Quand le quotidien devient invisible. Il y a quelque chose de cruel dans la nature humaine. Ce qui nous a un jour éblouis, avec le temps devient paysage. Le sourire qui autrefois accélérait notre cœur, maintenant nous le remarquons à peine. Le message de « tu es bien arrivé » qui nous rassurait, se lit sans émotion, non pas parce que l'amour a disparu, mais parce que le quotidien a une maudite capacité, devenir invisible. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Un jour, tu te réveilles et tu sens qu'il manque quelque chose, que l'autre ne t'aime plus de la même manière, qu'il ne te prête plus attention. Mais est-ce vrai? Ou as-tu simplement cessé de voir ce qui a toujours été là? Le stoïcisme nous met en garde contre cela. Marc Aurèle disait que nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Non pas comme un cliché motivant, mais comme une brutale confrontation avec notre aveuglement quotidien. Car ce que tu ignores aujourd'hui, demain pourrait être la seule chose que tu souhaiterais avoir en retour. Pense à cette personne qui est à tes côtés. Peut-être ne te comble-t-elle pas de belles paroles, ni ne te surprend-elle par de grands gestes. Mais t'a-t-elle déjà manqué quand tu en avais vraiment besoin? T'a-t-elle écouté en silence quand le bruit dans ta tête était insupportable? T'a-t-elle offert du calme sans rien demander en retour? C'est aussi de l'amour, juste sans spectacle. La paradoxe est que souvent le véritable amour est silencieux. Un amour qui ne cherche pas la reconnaissance, qui n'exige pas d'applaudissements. Mais notre esprit, accro à la validation, exige des preuves. Et quand il ne les trouve pas, il invente des absences. Nous croyons que s'il n'y a pas de grande démonstration, il n'y a pas d'amour. Un mensonge dangereux, car il nous fait devenir prisonniers de nos propres attentes. Les stoïciens nous enseignent que la véritable vertu réside dans la capacité à observer et à remercier. Non pas pour ce qui brille intensément, mais pour ce qui reste quand personne d'autre ne le ferait. La routine ne tue pas l'amour, c'est l'indifférence de celui qui décide de ne pas regarder qui le tue. Imagine un lever de soleil. La première fois que tu le vois, tu es ému. Les couleurs, le calme, la promesse d'un nouveau jour. Mais si tu le vois tous les jours, il cesse de t'impressionner. Tu ne le remarques plus. Mais le lever de soleil n'a pas cessé d'être beau. C'est toi qui as cessé de le remarquer. Il en va de même pour les personnes. Chaque petit geste quotidien est un lever de soleil. Seulement, au lieu de le contempler, tu passes souvent à côté. Et c'est là que le stoïcisme frappe fort. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te perturbe, mais ton interprétation de cela. » Si tu as l'impression de ne pas être valorisé ou que l'amour a diminué, demande-toi « Est-ce vraiment le cas ? Ou est-ce ma perception qui est obscurcie par l'habitude? Peut-être que l'amour est toujours là, mais tu as cessé de le reconnaître. » Pratiquer la gratitude consciente est la clé. Et je ne parle pas d'une gratitude superficielle, de celles qui se disent par habitude. Je parle de s'arrêter, regarder et reconnaître. Chaque fois que quelqu'un t'écoute sans juger, chaque fois que tu es pris en charge dans les moments difficiles, chaque fois que tu es respecté, même au milieu des différences. Cela mérite d'être vu. Les stoïciens nous enseignent également que nous n'avons pas de contrôle sur la façon dont les autres expriment leur amour. Nous contrôlons seulement notre perception et nos décisions. Tu peux choisir de te concentrer sur ce qui manque ou tu peux choisir de voir ce qui reste. Et ce choix déterminera comment tu expérimentes l'amour. Mais il ne s'agit pas seulement de recevoir. Tu dois aussi te demander: montres-tu ton affection de manière visible ou attends-tu que les gens la devinent? Parfois, nous pensons que l'autre devrait comprendre combien nous tenons à lui sans que nous l'exprimions. Mais l'amour ne fonctionne pas ainsi. Il ne suffit pas de le ressentir, il faut le montrer. N'attends pas qu'il soit trop tard. Et si après tout cela tu as toujours l'impression que l'autre ne te valorise pas, sois honnête avec toi-même. Est-ce vraiment un manque d'affection ou est-ce ton désir insatiable de validation qui parle? Le stoïcisme t'invite à te responsabiliser de cette réponse. Car tant que tu continueras à exiger des signes extérieurs pour te sentir aimé, tu seras esclave des actions des autres.
Enfin, souviens-toi de ceci, le quotidien devient invisible seulement quand tu le permets. Si chaque jour tu prends un moment pour reconnaître ce que tu as, pour observer les petites marques d'affection qui t'entourent, cet effet d'invisibilité commence à disparaître. La prochaine fois que tu as l'impression de ne pas recevoir assez d'amour, demande-toi, est-ce vrai ou est-ce que je ne regarde tout simplement pas? Ne confonds pas l'absence de bruit avec l'absence d'amour. Parfois, le plus précieux est ce qui reste en silence. 2. L'amour ne fait pas toujours du bruit. Le problème est que nous croyons que l'amour doit crier pour être vrai. On nous a vendu l'idée que celui qui t'aime vraiment fera l'impossible pour te le prouver à chaque instant. Mais la réalité est différente. L'amour ne fait pas toujours du bruit. Et souvent, le silence ne signifie pas absence, mais présence sans spectacle. La philosophie stoïcienne nous invite à remettre en question nos attentes. Car d'où vient ce besoin de preuves constantes? Tu veux des messages quotidiens, des gestes grandioses, des mots parfaits. Mais pourquoi? Qu'essaies-tu de combler? Quand tu as besoin d'une validation continue pour te sentir aimé, tu ne demandes pas de l'amour. Tu demandes de la tranquillité pour ta propre insécurité. Et ce n'est pas la responsabilité de l'autre. Épictète l'a bien dit. Si tu veux t'améliorer, tu dois être prêt à être vu comme ignorant ou stupide. Cela s'applique aussi aux relations. Accepter que l'amour peut être silencieux est un défi, car cela implique de lâcher prise. Arrêter de mesurer l'affection en actes visibles et apprendre à la reconnaître dans le subtil. La présence sans exigence, la patience dans les moments difficiles, le respect de ton espace, c'est aussi de l'amour, même si tu ne le vois pas dans une publication sur les réseaux sociaux. Mais nous vivons à une époque où le bruit est synonyme de valeur. Plus il y a de mots, mieux c'est. Plus il y a de gestes, plus c'est significatif. Et cela, inévitablement, nous rend sourds à l'affection véritable. Car l'amour authentique ne rivalise pas pour ton attention. Il ne cherche pas à t'éblouir. Il est stable, constant et souvent silencieux. Imagine deux personnes marchant ensemble sous la pluie. L'une pourrait enlever sa veste et couvrir l'autre, un geste visible, indéniable. Mais l'autre peut simplement continuer à marcher à tes côtés, se mouillant avec toi, sans dire un mot. Les deux actes sont de l'amour. L'un fait du bruit, l'autre non. Mais aucun n'est moins valable. Les stoïciens nous enseignent que l'essence de quelque chose ne change pas selon la perception des autres. Si une action est vertueuse, elle l'est, même si personne ne l'applaudit. L'amour fonctionne de la même manière. Si quelqu'un prend soin de toi, te respecte et est présent dans les moments difficiles, cela ne perd pas de valeur simplement parce que cela ne s'accompagne pas de déclarations effusives. Et si tu as constamment besoin de ces démonstrations pour te sentir aimé, peut-être que le problème n'est pas le manque d'amour, mais ton incapacité à le reconnaître. Sénèque l'a expliqué sans détour. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles. Appliqué à l'amour, cela signifie que tant que tu crains l'absence de preuves, tu continueras à avoir des manques là où il n'y en a pas. Et cette peur, cette insécurité, finit par éroder même les relations les plus fortes. Cela signifie-t-il que l'amour ne doit jamais s'exprimer de manière visible? Bien sûr que non. Les gestes sont importants, mais ils ne sont pas le seul langage de l'affection. Parfois, le véritable amour est simplement d'être là, sans mots grandiloquents, sans rien prouver au monde, juste en étant là. Et être là, dans un monde qui nous distrait constamment et nous éloigne, est un acte immense d'amour silencieux. Pense à quelqu'un qui t'aime, non pas à ce qu'il fait pour toi de manière évidente, mais aux petites choses. T'écoute-t-il quand tu parles, même quand tu n'as rien d'important à dire? Te respecte-t-il quand tu as besoin d'espace, sans poser de questions inutiles? Tient-il parole, sans promesses vides? Tout cela est de l'amour, même s'il ne fait pas de bruit. D'autre part, le besoin constant de gestes visibles peut aussi devenir une forme de manipulation. Si tu ne te sens aimé que lorsque l'autre répond à tes attentes de démonstration, tu imposes une charge injuste.
L'amour n'est pas un spectacle. Il n'est pas là pour être validé ou admiré. Il est là pour être vécu. Et si tu as encore du mal à accepter le silence comme une expression d'affection, reviens à la question fondamentale. Que cherches-tu vraiment? De l'amour ou de la sécurité? Car l'amour, le vrai, ne te donnera pas toujours des certitudes. Il n'est pas conçu pour apaiser chacune de tes peurs. Parfois, il sera juste là, sans mots, sans gestes dramatiques. Et tu devras décider si cela te suffit. Les stoïciens nous apprennent à trouver la paix dans ce qui est, pas dans ce qui devrait être. Si quelqu'un t'aime en silence, tu as deux options. Exiger plus de bruit ou apprendre à écouter ce qui n'est pas dit. Ce n'est que dans cette écoute que tu trouveras la vérité de l'amour. Car au final, tout ce qui est précieux n'a pas besoin d'être vu pour exister. La prochaine fois que tu sentiras qu'il manque quelque chose, demande-toi, est-ce vraiment une absence ou juste du silence? Car parfois, l'amour le plus profond est celui qui ne cherche pas à être entendu. Il reste simplement. 3. La force de celui qui ne craint pas le silence. Le silence est comme un miroir. Il ne reflète pas ce que tu veux voir, mais ce que tu es vraiment. Il te confronte à tes peurs, tes insécurités, tes désirs les plus cachés. C'est pourquoi il est si inconfortable. Dans les relations, le silence peut être ressenti comme une sentence. Si l'autre personne ne parle pas, nous supposons le pire. Mais la vérité est que tout silence ne signifie pas abandon. Parfois, le plus grand acte d'amour est la décision consciente de se taire. Dans un monde obsédé par la validation, nous avons oublié la valeur du calme. Nous voulons des réponses immédiates, des conversations incessantes et des gestes qui nous confirment que tout va bien. Nous pensons que l'amour doit crier pour être authentique, mais la vérité est que le bruit n'est pas toujours un signe de proximité. Il y a des gens qui ne cessent de parler, mais qui ne disent rien. Et il y en a d'autres qui, par leur silence, disent tout. Quand quelqu'un se tait, nous avons tendance à remplir ce vide par des suppositions. Nous imaginons le rejet, l'indifférence ou le désamour. Mais que se passe-t-il si le silence n'est pas un ennemi? Que se passe-t-il si, au lieu de le craindre, nous l'écoutons? Il peut s'agir d'une pause nécessaire, d'une occasion de réfléchir avant de répondre, ou même d'un signe de respect. Parce que tous les mots n'aident pas, et que toute absence n'est pas un abandon. Il y a une force immense en celui qui ne craint pas le silence. Il n'a pas besoin de remplir chaque espace avec des explications ni de justifier constamment ses émotions. Il apprend à être avec lui-même sans chercher de distraction. Et, dans les relations, cette capacité devient un pilier. Parce que celui qui ne fuit pas le silence ne fuit pas non plus la vérité. D'un autre côté, exiger des mots quand quelqu'un n'est pas prêt à les donner est une forme de violence émotionnelle. Souvent, l'autre se tait parce qu'il est en train de traiter, parce qu'il a besoin de temps pour ordonner ses pensées, parce qu'il craint que tout mot prononcé dans la chaleur du moment ne finisse par causer un plus grand dommage. L'amour n'est pas seulement savoir parler, c'est savoir quand ne pas le faire. Mais accepter le silence de l'autre n'est pas facile. Il nous met mal à l'aise parce qu'il nous confronte à nos propres insécurités. Si l'autre personne ne répond pas, nous pensons que quelque chose ne va pas. Nous cherchons des signes là où il n'y en a pas. Nous sommes obsédés par chaque geste, chaque expression. Nous voulons des garanties. Mais l'amour ne vient pas avec des certitudes. Il vient avec l'opportunité de faire confiance, même quand il n'y a pas de bruit. Au lieu de craindre le silence, nous pouvons apprendre à l'utiliser. Dans une discussion, par exemple, un silence peut être l'espace qui évite des mots que tu regretterais plus tard. Dans les moments d'incertitude, il peut être la pause dont tu as besoin pour trouver de la clarté. Et dans l'amour, il peut être la preuve que la connexion ne dépend pas uniquement des mots. Il y a des regards qui soutiennent, des étreintes qui réparent, des présences qui réconfortent sans dire un mot. La véritable force émotionnelle se mesure à ta capacité à supporter le vide sans perdre ton calme. Tout ne doit pas être résolu immédiatement. Tout inconfort n'est pas un problème qui doit être résolu.
Parfois, la meilleure chose que tu peux faire est de rester dans ce silence, de le ressentir, de le comprendre. Et, lorsque le moment est venu, de parler à partir de la clarté et non de l'urgence. Bien sûr, tout silence n'est pas vertueux. Il y a des silences qui blessent, des silences utilisés comme punition, comme manipulation, comme outil de contrôle. Reconnaître la différence est fondamental. Mais même face à ces silences nuisibles, ta réaction est ta responsabilité. Personne n'a de pouvoir sur ta paix intérieure à moins que tu ne le lui accordes. Alors, la prochaine fois que le silence te dérange, demande-toi, est-ce vraiment le silence qui me dérange ou est-ce ce que je pense qu'il signifie? Parce que dans cette réponse se trouve la clé. Tu n'as peut-être pas besoin de mots pour te sentir aimé. Peut-être que ce que tu crains n'est pas l'absence de l'autre, mais la confrontation avec toi-même. Et si c'est toi qui choisis de te taire, fais-le avec un but. Non pas comme une façon de fuir, mais comme un acte de respect envers toi et les autres. Le véritable courage n'est pas toujours dans la parole. Parfois, il est dans le fait de garder le silence quand il n'y a rien d'utile à dire. Parce que celui qui ne craint pas le silence ne craint pas la vérité. 4. Arrête de mendier des preuves d'affection. C'est une scène plus courante qu'on ne le pense. Tu es là, à attendre. Un appel qui n'arrive pas, un message qui se fait attendre, un geste qui n'apparaît jamais. Et chaque seconde qui passe, tu sens l'anxiété te consumer. Tu te demandes si tu comptes pour lui, s'il pense à toi, si tu es encore une priorité. Mais ce que tu fais vraiment est beaucoup plus destructeur. Tu mendies de l'affection. Le problème, c'est que personne ne le remarque au début. Parce que demander des signes d'amour semble raisonnable. Nous vivons dans un monde où les démonstrations visibles sont considérées comme des preuves d'affection. Et quand nous ne les obtenons pas, la première chose que nous faisons est de douter. Mais quand ce besoin devient constant, quand ta tranquillité dépend de la validation de quelqu'un d'autre de tes sentiments, ce n'est plus de l'amour, c'est de la dépendance. Mendier de l'affection, c'est te trahir toi-même, c'est croire que ta valeur dépend de l'attention que tu reçois, que sans un message de bonjour ou un « tu me manques, attends », tu n'es pas suffisant. Mais le vrai problème n'est pas le manque de signes extérieurs, mais le manque de sécurité intérieure. Parce que tant que tu exiges des preuves, tu resteras prisonnier de l'incertitude. La philosophie stoïcienne nous confronte à cette réalité de manière brutale. Elle t'invite à te poser la question, pourquoi ai-je besoin de cette validation constante? Quel vide essaie-je de combler? Et la réponse, bien qu'inconfortable, est libératrice. Quand tu te rends compte que personne ne peut te donner la sécurité que tu n'as pas en toi, tu arrêtes de demander ce dont tu n'as pas besoin. Mais cela ne signifie pas que tu ne dois pas attendre de l'affection ou de la réciprocité. L'amour n'est pas indifférence. Vouloir te sentir valorisé est humain. Le problème commence lorsque ce besoin te contrôle. Lorsque tu fais des actions des autres, la seule mesure de ton estime de soi. Parce que peu importe combien de preuves on te donne, elles ne seront jamais suffisantes si tu ne te sens pas digne d'amour par toi-même. Imagine que chaque manifestation d'affection est comme une goutte d'eau. Si ton verre est vide, chaque goutte semble vitale, urgente, nécessaire. Mais quand ton verre est plein, les gouttes sont les bienvenues. Oui, mais pas indispensables. C'est la différence entre aimer à partir de la plénitude et mendier de l'affection à partir du manque. De plus, lorsque tu exiges des preuves constantes, tu soumets l'autre personne à une pression injuste. Tu ne lui permets pas d'aimer librement, car chaque action devient une obligation. Et l'amour, lorsqu'il est forcé, cesse d'être de l'amour. Celui qui t'aime n'a pas à vivre en démontrant son affection pour apaiser tes peurs. Sa responsabilité est d'être sincère. La tienne, apprendre à faire confiance ou accepter ce que cette sincérité révèle. C'est là que la véritable force émotionnelle entre en jeu. Les stoïciens nous enseignent que le contrôle sur les autres est une illusion. Tu peux demander, réclamer ou même supplier, mais tu n'auras jamais de pouvoir sur les sentiments des autres. La seule véritable liberté est celle de ta propre perception. Choisir de croire en l'amour sans exiger de preuves.
Choisir de lâcher prise lorsque ce que tu reçois n'est pas suffisant. Et cela implique aussi de prendre la responsabilité de tes choix. Si tu as constamment l'impression de devoir mendier de l'affection, ne ignore pas ce signal. Peut-être que tu n'es pas au bon endroit. Peut-être que tu te cramponnes à un lien qui ne te nourrit pas, simplement parce que la peur d'être seul est plus forte que ton désir d'être vraiment aimé. L'amour n'est pas une liste de vérification. Il ne se mesure pas en messages, cadeaux ou compliments. Il se ressent. Il se perçoit dans la tranquillité de savoir que tu n'as pas besoin de mendier ce que tu mérites. Parce que quand quelqu'un t'aime vraiment, tu le sauras. Non pas parce qu'il te le dira 1000 fois, mais parce que sa présence, ses actions et son respect parleront d'eux-mêmes. Alors la prochaine fois que tu te surprends à attendre ce signe, fais une pause. Demande-toi, est-ce que je cherche une preuve d'amour ou est-ce que j'évite de faire face à ma propre insécurité? Parce que tant que tu attends que l'autre confirme ta valeur, tu ne cesseras jamais de mendier. Arrête de le faire, lève-toi, remplis ton propre verre. Parce que le véritable amour ne se mendie pas, il se partage, il se construit. Et surtout, il se reconnaît sans avoir besoin de preuves. 5. La peur de ressentir est aussi de l'amour. L'amour ne se montre pas toujours de manière évidente. Parfois, il n'arrive pas comme un torrent de belles paroles ou de gestes grandiloquents. Parfois, l'amour se cache. Il se déguise en silence, en distance, en malaise. Et bien que cela puisse sembler contradictoire, souvent cette peur de ressentir est aussi une expression de l'amour. Parce qu'aimer vraiment implique de la vulnérabilité. Cela signifie baisser les défenses, arrêter de contrôler chaque détail et accepter que tu pourrais être blessé. Tout le monde n'est pas prêt pour cela. Certaines personnes, face aux premiers signes de véritable connexion, reculent. Non pas parce qu'elles ne ressentent rien, mais parce qu'elles ressentent trop. Et cet excès d'émotion les submerge. L'esprit humain est programmé pour fuir la douleur. Et lorsque l'amour menace de briser les barrières que nous avons tant de mal à construire, il est naturel que la peur apparaisse. Peur de se perdre dans l'autre, peur de ne pas être à la hauteur, peur de donner trop et de se retrouver les mains vides. Mais voici la partie la plus cruelle. Souvent, la peur de ressentir se manifeste comme de la froideur. La personne qui a peur d'aimer peut devenir distante, évasive, incapable d'exprimer ce qu'elle ressent vraiment. Et toi, de l'autre côté, tu ne vois que de l'indifférence. Tu te demandes pourquoi elle ne te montre pas ce qui semble évident. Pourquoi y a-t-il tant de silence quand ce que tu désires est de la certitude? La philosophie stoïcienne nous invite à regarder au-delà des apparences. Tous les actes de distance ne sont pas un signe de désamour. Parfois, c'est une tentative désespérée de se protéger. Celui qui a été blessé auparavant, qui a fait face à des pertes ou à des déceptions, apprend à craindre l'intensité de l'affection. Parce qu'il sait que plus il aime, plus il est exposé. Mais cela ne signifie pas que tu dois accepter n'importe quelle forme de peur comme une excuse. La peur de ressentir peut expliquer certaines attitudes, mais elle ne justifie pas le manque de responsabilité émotionnelle. Aimer implique du courage. Et si quelqu'un n'est pas prêt à affronter ses propres peurs pour être avec toi, alors il est temps de te demander quelle place tu occupes réellement dans sa vie. C'est ici que le stoïcisme te rappelle ton pouvoir. Tu ne peux forcer personne à affronter ses peurs. Tu ne peux pas combler les vides que tu n'as pas à guérir. Mais tu peux décider jusqu'où tu es prêt à attendre, parce que l'amour n'est pas seulement de la compréhension, c'est aussi du respect pour toi-même. Et si c'est toi qui as peur de ressentir, il est temps de le reconnaître. Demande-toi, pourquoi ai-je si peur de me donner? Peut-être est-ce la peur de répéter de vieilles blessures. Peut-être est-ce l'angoisse de perdre le contrôle. Mais tant que tu continueras à fuir, tu te priveras aussi de l'expérience la plus profonde de toutes, celle d'aimer sans réserve. Les stoïciens nous enseignent que la véritable croissance vient de l'affrontement avec ce que nous craignons. La peur de l'amour n'est pas un signe de faiblesse, c'est une opportunité, une invitation à regarder en soi, à affronter ses blessures non résolues, à abattre les murs que tu as créés pour te protéger. Parce qu'au final, la peur n'est rien de plus qu'un reflet de combien tu te soucies.
Tu n'aurais pas peur de perdre quelque chose que tu ne valorises pas. Tu n'aurais pas peur d'être blessé si tu n'étais pas prêt, à un certain niveau, à prendre des risques. L'amour et la peur vont de pair. Mais seul celui qui affronte cette peur découvre ce que signifie vraiment aimer. Alors la prochaine fois que tu te retrouves face à la distance de quelqu'un, ne te contente pas de juger. Demande-toi quelle bataille intérieure il pourrait être en train de mener. Non pas pour justifier, mais pour comprendre. Et si c'est toi qui ressens l'envie de fuir, donne-toi la chance de rester. De ressentir la peur et malgré tout, d'avancer. Parce que l'amour, le véritable amour, n'est pas l'absence de peur. C'est la décision de rester, même lorsque tu crains ce qui pourrait arriver. C'est le courage de ressentir sans garantie. Et si tu es prêt à l'affronter, tu découvriras qu'il n'y a pas de plus grande liberté que celle d'aimer sans chaîne. 6. Des murs qui protègent, pas qui rejettent. Parfois, l'amour ne construit pas de pont. Il construit des murs. Et de l'extérieur, ces murs semblent être un rejet. Tu te demandes pourquoi quelqu'un qui prétend t'aimer maintient une telle distance. Tu penses que s'il se souciait vraiment de toi, il ne dresserait pas de barrière. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que souvent, ces murs ne sont pas là pour te repousser. Ils sont là pour se protéger. Tout le monde ne sait pas aimer sans peur. Pour certaines personnes, chaque lien représente une menace, non pas à cause de ce que l'autre fait, mais à cause de ce qu'il représente, la possibilité d'être blessé. Si quelqu'un a été trahi, abandonné ou ignoré dans le passé, son esprit apprend à se défendre. Il construit des barrières pour éviter de ressentir à nouveau cette douleur. Et chaque fois que l'amour s'approche, le mur devient plus haut. Il est facile de mal interpréter. Supposer que s'ils ne te montrent pas d'affection de la manière que tu souhaites, alors tu ne comptes pas pour eux. Mais le stoïcisme t'invite à remettre en question cette perception. L'absence de démonstration ne signifie pas toujours l'absence de sentiment. Parfois, la plus grande preuve d'amour est de rester, même lorsque la peur crie de fuir. Cependant, il y a des limites. Tous les murs ne méritent pas d'être compris. Il y a ceux qui se cachent derrière leurs barrières sans aucune intention de les affronter. Si quelqu'un utilise sa peur comme excuse pour te blesser ou te manipuler, ce n'est pas de la protection, c'est de l'évasion. Et le stoïcisme te rappelle que tu ne peux contrôler les actes des autres, seulement les tiens. Essayer de démolir les murs des autres par la force ne fera que t'épuiser. Tu n'es pas responsable de guérir ce qu'une autre personne refuse d'affronter. Tu peux accompagner, montrer ton soutien et donner de l'espace, mais jamais au détriment de ta propre paix. La véritable force réside dans le fait de savoir quand il est temps de lâcher prise. D'un autre côté, peut-être es-tu celui qui a construit ces murs. Peut-être que chaque fois que tu te rapproches trop de quelqu'un, tu ressens le besoin de reculer. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu ressens trop. Et cela te terrifie. Si c'est le cas, demande-toi, qui protège-je vraiment? Mon cœur ou ma fierté? Parce que tous les murs ne protègent pas. Certains ne font que te garder prisonnier. La clé réside dans l'intention. Il y a des barrières qui préservent ta dignité, qui t'éloignent de ceux qui ne valorisent pas ta présence. Ces murs sont nécessaires. Mais quand tu les construis pour éviter de ressentir, tu te prives de ce que l'amour a de mieux à offrir. Démolir un mur ne signifie pas t'exposer sans défense. Cela signifie te donner la possibilité que cette fois-ci soit différente. Tu n'as pas à le faire d'un seul coup. Il suffit d'ouvrir une petite porte et de laisser entrer la lumière. Parce qu'au final, le véritable risque n'est pas de ressentir et d'être blessé. Le véritable risque est de passer toute sa vie derrière un mur, sans savoir ce qui aurait pu être. Et si jamais tu te trouves face au mur de quelqu'un d'autre, souviens-toi de ceci. Ce n'est pas ton devoir de le démolir. Seul celui qui l'a construit peut décider quand le laisser tomber. S'ils choisissent de le faire, ce sera parce qu'ils ont compris que l'amour, quand il est authentique, n'a pas besoin de protection. Il a juste besoin d'espace pour grandir. 7. Avant de juger, cherche à comprendre. Il est facile de juger. Voir la distance de quelqu'un et supposer qu'il ne se soucie pas de toi. Remarquer son silence et conclure qu'il y a de l'indifférence.
Quand nous n'obtenons pas la réponse que nous espérons, notre esprit se précipite pour combler les vides. Nous créons des histoires. Nous nous convainquons que nous savons exactement pourquoi l'autre agit comme il le fait. Mais t'es-tu déjà arrêté pour considérer qu'il pourrait y avoir autre chose? Les gens ne montrent pas toujours ce qu'ils ressentent. Ce que tu vois n'est que la surface. Derrière chaque geste froid, il peut y avoir une tempête interne. Derrière chaque mot absent, il peut y avoir une peur que tu ne connais pas. Mais quand tu choisis de juger plutôt que de comprendre, tu te fermes à cette possibilité. Et le pire, c'est que tu transformes ta perception en une vérité absolue. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous ne voyons pas les choses comme elles sont, mais comme nous sommes. Notre vision du monde est teintée par nos propres expériences, peurs et attentes. Alors, quand quelqu'un agit d'une manière qui nous blesse, ce n'est souvent pas l'autre qui nous fait du mal, mais notre interprétation de ses actions. Au lieu de te demander « Pourquoi agit-il ainsi avec moi ?», tu pourrais te demander « Qu'est-ce qui se passe en lui pour qu'il agisse de cette façon ?» Cela ne signifie pas justifier des comportements nuisibles, mais reconnaître que les gens sont complexes. Personne n'est seulement ce qu'il montre lors d'une mauvaise journée ou dans une réponse tranchante. Parfois, la distance est une forme de protection. D'autres fois, le silence est la seule réponse que quelqu'un peut offrir quand les mots sont superflus. Il se peut aussi qu'il soit aux prises avec quelque chose qui n'a rien à voir avec toi. Et toi, dans ton désir de trouver une explication rapide, tu finis par tout interpréter à travers le prisme de ta propre insécurité. Pratiquer l'empathie ne signifie pas accepter n'importe quel traitement, mais cela te donne la capacité de voir au-delà du jugement. Si tu décides de comprendre avant de condamner, tu te donnes l'opportunité de renforcer la connexion plutôt que de la rompre. Parce que quand quelqu'un sent qu'il n'a pas besoin de se défendre contre ton jugement, il est plus susceptible de s'ouvrir et de montrer ce qu'il ressent vraiment. La prochaine fois que tu ressens l'envie de juger, arrête-toi, demande-toi, est-ce que je vois la situation telle qu'elle est ou telle que je me sens à son sujet? Et rappelle-toi que souvent, ce qui semble être de l'indifférence n'est pas un manque d'amour, c'est de la douleur, de la peur ou même l'incapacité de l'exprimer. Le comprendre ne te donnera pas seulement la paix, mais te permettra aussi de voir les autres tels qu'ils sont vraiment, pas comme tes jugements te font croire. 8. Toute affection n'est pas inconditionnelle. On nous a fait croire que l'amour véritable est inconditionnel, que celui qui t'aime doit tout accepter, tout supporter, rester à tes côtés, quelles que soient les circonstances. Mais la réalité est autre. Toute affection n'est pas inconditionnelle et ne devrait pas l'être. L'amour sain a des limites. Et apprendre à les reconnaître est l'une des leçons les plus importantes que tu peux appliquer dans ta vie. Le problème est que nous confondons souvent engagement et sacrifice. Nous croyons que si quelqu'un nous aime vraiment, il devrait supporter nos pires versions sans le remettre en question. Et quand nous sommes ceux qui aiment, nous pensons que le prouver implique de supporter des comportements destructeurs ou des manques de respect. Mais le stoïcisme nous rappelle que l'amour véritable ne nie pas la raison. Aimer n'est pas se perdre dans l'autre. C'est maintenir ton intégrité même en partageant ta vie avec quelqu'un d'autre. Établir des limites ne signifie pas que tu aimes moins. Cela signifie que tu te valorises suffisamment pour ne pas accepter ce qui te détruit. Cela signifie que tu comprends que l'amour n'est pas synonyme de souffrance. Et si quelqu'un exige que tu renonces à ton bien-être au nom de l'affection, ce qu'il demande n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. D'un autre côté, il faut aussi accepter que tu ne peux pas être tout pour une autre personne. Personne n'a l'obligation de t'aimer sans condition. Nous avons tous des limites. Et attendre que quelqu'un te supporte sans tenir compte du mal que tu causes est une forme de manipulation déguisée en romantisme. L'amour véritable implique un respect mutuel. Et cela inclut de savoir quand il est temps de s'arrêter. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous ne sommes pas les maîtres des émotions des autres. Tu ne peux pas exiger que quelqu'un t'aime d'une certaine manière, ni espérer que ses sentiments restent intacts, quel que soit ce que tu fais. La seule responsabilité que tu as est envers toi-même. Agir avec vertu, avec respect
et avec honnêteté. Si l'autre choisit de rester, ce sera par sa propre décision, non par obligation. Quand quelqu'un t'aimera vraiment, il le fera avec conscience, non par nécessité. Et si un jour cet amour se termine, ce ne sera pas parce que tu as échoué, mais parce que les conditions qui soutenaient ce lien n'existent plus. Alors, n'aie pas peur des limites. Elles sont la preuve la plus claire d'un amour qui se respecte lui-même. Et rappelle-toi, l'affection la plus précieuse n'est pas celle qui supporte tout, mais celle qui choisit de rester chaque jour, non par imposition, mais par volonté. Parce que l'amour véritable n'exige pas des sacrifices absolus. Il exige, avant tout, de la dignité. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo.